L'histoire du vol 370 de Malaysia Airlines est pleine de mystères. Le 8 mars 2014, le Boeing 777 quitte Kuala Lumpur à destination de Pékin. Dans les heures qui ont suivi, il y a eu des événements étranges, des tromperies et la disparition de 227 passagers et de 12 membres d'équipage. L'avion s'est volatilisé, ne laissant aux enquêteurs que des signaux fantômes et des données incomplètes. Pendant près de 3 ans, les missions de recherche ont parcouru les eaux et les fonds marins de l'océan Indien sans parvenir à localiser l'avion disparu. Aujourd'hui, de nouvelles preuves et théories pourraient faire la lumière sur ce qui est réellement arrivé au vol 370 et aux 239 personnes qui se trouvaient à bord. Pour comprendre ce qui s'est passé et analyser les nouveaux éléments, il faut revenir au début. Au moment même où le vol 370 s'est élevé dans les airs et a pris une trajectoire erratique qui l'a conduit à disparaître mystérieusement. Le 8 mars 2014, à 0h41, 2 heures avant la disparition du vol 370 de Malaysia Airlines. Les hôtesses de l'air parcourent l'allée moquettée du Boeing 777-200ER, s'assurant que tout le monde a attaché sa ceinture en prévision du décollage. Le commandant de bord, Zahari Ahmad Shah, effectue les dernières vérifications avant le vol et confirme que l'avion est prêt à décoller avec son copilote, Farik Abdul Hamid. La tour de contrôle informe les pilotes par radio qu'ils sont prêts à décoller. Le capitaine Zahari met les gaz et l'avion s'élance vers l'avant. L'appareil prend de la vitesse sur la piste, poussant les passagers à s'asseoir sur leur siège. Comme il est très tôt, la plupart des passagers dorment déjà profondément. Un bébé roucoule sur les genoux de sa mère, tandis que plusieurs personnes regardent par la fenêtre les lumières de l'aéroport qui défilent. Le vol 370 décolle de la piste et s'élève dans les airs. De la condensation s'écoule le long du hublot, tandis que les gens ferment leurs stores et se préparent à un vol d'environ 6 heures vers Pékin. Ce que personne ne sait, c'est qu'alors que la nuit fait place à l'aube, chaque personne à bord du vol 370 sera portée disparue. 1h40 avant que le vol 370 de Malaysia Airlines ne soit porté disparu. L'avion atteint une altitude de croisière de 35 000 pieds ou 10 700 mètres. Le signal « Attachez votre ceinture » est éteint et l'équipage commence à préparer des collations, des boissons et des repas pour les passagers. Comme il s'agit d'un vol de nuit, le service en cabine devrait être relativement léger. Certains passagers se lèvent et s'étirent pour aller aux toilettes. Les visages des hommes d'affaires de Pékin sont éclairés par les écrans de leurs ordinateurs portables. Les ronflements des passagers endormis se font entendre, complétant le rugissement des moteurs de l'avion. Au sol, les radars captent le signal du vol 370. Tout est normal. Dans quelques instants, le vol 370 quittera l'espace aérien malaisien et passera au Vietnam. Les premières heures de ce matin ressemblent à n'importe quel autre jour. 1h33 avant la disparition du vol 370 de Malaysia Airlines. La tour de contrôle malaisienne reçoit les données du système de communication, d'adressage et de compte-rendu du vol 370. Ce système de communication transmet périodiquement des données sur l'avion et l'état de plusieurs systèmes clés à bord. C'est la dernière fois que l'ACAR communique avec le contrôle du trafic. La tour ne s'en apercevra que dans 30 minutes, mais quelqu'un a désactivé le système ACAR, quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait et qui avait prémédité de faire dévier l'avion de sa trajectoire sur une route inconnue pour une raison inconnue. Le système ACAR, Aircraft Communication Addressing and Reporting System, du vol 370 ayant été désactivé, les stations radars de la région ne reçoivent plus de données télémétriques en provenance de l'avion. Personne au sol ne sait que le système a été désactivé à ce stade, car il n'y a aucune raison de s'attendre à ce qu'il y ait un problème. Cependant, il se passe quelque chose d'étrange à bord du vol 370, que les équipes au sol en soient conscientes ou non. On ne sait pas si l'un des pilotes sait que le système ACAR a été désactivé, ou si l'un d'entre eux est l'auteur de l'incident, mais ce sera le premier d'une longue série d'événements étranges qui se produiront au cours des prochaines heures. 1h19 avant la disparition du vol 370 de Malaysia Airlines. Les contrôleurs malaisiens reçoivent un message du cockpit du vol 370. Il s'agirait du copilote Farik Abdul Hamid au casque. Il ne semble pas agité
et ne donne aucune indication que quelque chose ne va pas, bien que la car à bord de l'avion soit éteint. Cela ne signifie pas que Farik est celui qui a trafiqué le système ou qu'il est même conscient que quelque chose ne va pas, mais une série d'événements étranges commence après l'envoi du message. La voix finit de transmettre un message rapide et termine par « All right, good night », indiquant qu'elle se termine juste avant d'entrer dans l'espace aérien vietnamien. Le contrôle du trafic ne pense rien de ce message, car les pilotes utilisent souvent l'expression « bonne nuit » pour signaler le transfert des communications d'un espace aérien à un autre. Cette phrase n'est qu'une simple plaisanterie que les contrôleurs de trafic entendent des centaines de fois par semaine lorsque des avions quittent leur espace aérien. Cependant, cette fois-ci, « bonne nuit » sont les derniers mots que l'on entendra de la part de l'équipage et des passagers à bord du vol 370. 1h21 du matin. Juste au moment où le vol 370 traverse l'espace aérien vietnamien au-dessus de la mer de Chine méridionale, quelqu'un dans le cockpit actionne un interrupteur. Le transpondeur de l'avion s'éteint. Cette désactivation est beaucoup plus visible que celle du système de communication, d'adressage et de compte-rendu des aéronefs, car le transpondeur transmet en permanence aux stations radars le numéro de vol, l'altitude, la vitesse et le cap de l'avion. Le transpondeur est également beaucoup moins compliqué que la désactivation du système ACAR. Sans le transpondeur, l'énorme Boeing 777 n'est qu'un point inconnu sur le radar. Les contrôleurs aériens scrutent leurs écrans radars et voient des dizaines de petits points, mais l'un d'entre eux attire leur attention. Il n'a pas de numéro de vol et n'envoie aucune donnée pertinente. Ils surveillent de près l'avion pour essayer de comprendre ce qu'il est et pourquoi il ne transmet pas d'informations. Personne ne s'inquiète outre mesure à ce stade, ils savent simplement qu'il se passe quelque chose d'étrange. Un soldat chargé de la surveillance radar d'une base militaire en Thaïlande aperçoit le blip sur son écran. Un avion non identifié s'approche de la base. Aucune mission secrète n'est prévue cette nuit-là, il y a donc lieu de s'inquiéter. Il en informe son commandant et il surveille l'avion non identifié. Entre 1h21 et 1h28, personne ne sait encore si l'avion inconnu qui apparaît sur les radars de Thaïlande, du Vietnam et de Malaisie est le vol 370. Son transpondeur est toujours éteint. Cependant, l'objet inconnu commence soudainement à changer de cap. Une station radar thaïlandaise située dans la province méridionale de Surat Thani enregistre que l'avion fait demi-tour et vole désormais dans la direction opposée à celle qu'il empruntait quelques instants auparavant. À ce stade, personne n'a de raison de soupçonner que le vol 370 de Malaysia Airlines est l'engin inconnu qui apparaît sur les écrans, ni de prendre des mesures. Cette incertitude fera perdre un temps précieux aux premières étapes de la recherche de l'avion de ligne disparu. 1h30. Soudain, le signal de l'avion inconnu disparaît du radar des contrôleurs aériens de Subang, dans la banlieue de Kuala Lumpur. Il s'est volatilisé quelque part au-dessus du golfe de Thaïlande. Les dernières coordonnées connues de l'avion sont 065515 nord et 1033443 est. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il semble que le système SATCOM ait été altéré. 1h37 du matin. Les radars de vol civil et militaire malaisiens recommencent à repérer l'avion inconnu. Sa trajectoire a été modifiée et l'avion vole maintenant vers le sud-ouest, au-dessus de la péninsule malaise, avant de virer vers le nord-ouest, au-dessus du détroit de Malacca. Le contrôle du trafic en Malaisie se rend compte que la lecture ACAR du vol 370 n'a pas été envoyée et qu'elle est en retard. Il était censé être transmis 30 minutes après l'envoi de la communication précédente, à 1h07. Comme il s'agit d'un système automatisé, les contrôleurs de trafic savent que quelque chose ne va pas. C'est à ce moment-là qu'ils réalisent que l'avion inconnu qu'ils suivent pourrait très bien être le vol 370. Mais il n'y a aucun moyen de confirmer ce soupçon sans contacter plusieurs autres agences et essayer de contacter l'avion. Avec le recul, les enquêteurs révèlent que si l'avion devait être détourné ou devenir la cible d'une activité terroriste, la désactivation de l'ACAR serait un élément important de leur plan. Sans la transmission des données ACAR, aucune anomalie dans les systèmes de l'avion ne pourrait être détectée depuis le sol. La désactivation du transpondeur est beaucoup plus visible, mais les données de l'ACAR auraient fourni au contrôle du trafic ou à toute personne suivant l'avion beaucoup plus d'informations sur ce qui se passait réellement avec l'avion à ce moment-là. 2h15.
25 minutes avant la disparition du vol 370 de Malaysia Airlines. Bien que plusieurs stations radars civiles malaisiennes ne suivent plus l'avion inconnu, les stations radars militaires ont toujours l'avion sur leurs écrans. Alors qu'il survole le détroit de Malacca, l'avion passe au-dessus de l'île de Pulo Perak. Il poursuit sa route en direction de l'ouest, à des centaines de kilomètres de sa trajectoire. Au fur et à mesure que l'avion s'enfonce dans l'océan Indien, de moins en moins de stations radars parviennent à le repérer, jusqu'à ce que seule une poignée d'entre elles affichent encore le point inconnu sur leurs écrans. 2h22, 18 minutes avant la disparition du vol 370 de Malaysia Airlines. Une station radar militaire malaisienne qui suivait les mouvements de l'avion en direction de l'ouest perd le contact au-dessus de la mer d'Andaman. C'est la dernière fois que l'on voit l'avion sur un radar. Cependant, il faudra encore attendre 18 minutes avant que Malaysia Airlines ne reconnaisse la disparition du vol 370. On ne sait pas exactement ce que fait la compagnie aérienne lorsqu'elle se rend compte que l'ACAR du vol 370 n'a pas envoyé de données, qu'elle perd la télémétrie avec l'avion et qu'il disparaît finalement des radars, mais il est probable que les contrôleurs de trafic et leurs supérieurs se soient mis en mode de contrôle des dégâts pour essayer de garder le silence jusqu'à ce qu'ils aient une meilleure maîtrise de la situation. 8 mars 2014, 2h40. Les contrôleurs aériens informent officiellement Malaysia Airlines de la disparition du vol 370. La compagnie aérienne mobilise toutes ses ressources pour tenter de localiser l'avion. Elle fait appel aux agences et organisations de toute la région et contacte l'armée malaisienne pour qu'elle l'aide à retrouver l'avion disparu. L'armée malaisienne transmet toutes les données radars brutes dont elle dispose aux autorités américaines et britanniques, afin de faciliter les recherches et la récupération de l'avion perdu. La course pour découvrir où est passé le Boeing 777 est lancée. Des navires et des avions sont envoyés vers la dernière position connue du vol 370 dans la mer d'Andaman. Pendant 1 heure, les recherches préliminaires pour retrouver le vol 370 commencent. Les analystes militaires et les contrôleurs de trafic envoient des messages sur tous les canaux de communication possibles pour tenter d'atteindre l'avion disparu. Malaysia Airlines fait appel aux contrôleurs de trafic du Vietnam, de Thaïlande et d'autres régions de Malaisie pour tenter de comprendre la situation. Les informations recueillies brossent un tableau inhabituel des événements. Rien n'a de sens et personne ne peut comprendre ce qui est arrivé à l'avion disparu. Le reste du monde n'a pas encore été informé que le vol 370 et ses 239 passagers et membres d'équipage n'atterriront pas à l'heure prévue. Après un peu plus d'1 heure, alors qu'il est clair que l'avion ne sera pas localisé par les moyens conventionnels, Malaysia Airlines passe à l'étape suivante. 3h45, 1 heure et 5 minutes après la disparition du vol 370 de Malaysia Airlines. Un code rouge est émis par Malaysia Airlines à l'intention de toutes les agences susceptibles d'aider à localiser l'avion disparu. Des plans d'intervention d'urgence sont mis en place et des missions de recherche sont lancées. Lorsque la compagnie aérienne est poussée à expliquer pourquoi elle a attendu plus d'1 heure pour émettre un tel ordre, elle répond aux autorités qu'elle essayait encore de localiser l'avion et de s'assurer qu'il était bien porté disparu. On ne sait pas si Malaysia Airlines avait des arrière-pensées ou si c'est simplement l'incompétence qui a conduit à la lenteur du partage des informations avec les autres organisations. Mais quoi qu'il en soit, l'état d'urgence est finalement déclaré. Pendant les heures qui suivent, des missions de recherche et de sauvetage sont lancées. De nombreuses organisations passent au crible les données afin d'extrapoler l'endroit où l'avion a pu se rendre. Les équipes de sauvetage se préparent au pire. 6h30, 3h50 après la disparition du vol 370 de Malaysia Airlines. À Pékin, des passagers attendent que leur avion atteigne la porte d'embarquement. Le vol 370 est affiché sur le panneau des arrivées, mais l'avion n'est toujours pas arrivé. Les voyageurs mécontents attendent qu'on leur dise où se trouve leur avion et quelle est la cause du retard. Jusqu'à présent, Malaysia Airlines n'a informé personne de la perte de l'avion, à l'exception des agences et des organisations directement impliquées dans la localisation de l'avion. 7h24 du matin. Il n'y a toujours aucun signe du vol 370, ni aucune indication sur ce qui s'est passé.
Les familles s'inquiètent pour leurs proches qui auraient dû atterrir et s'enregistrer il y a 1 heure. La compagnie aérienne a reçu des demandes de renseignements, mais est restée silencieuse jusqu'à présent. Une annonce publique est publiée sur la page Facebook de Malaysia Airlines. Il s'ensuit une panique générale et une confusion parmi les amis et les membres de la famille qui avaient des personnes à bord du vol. La communauté internationale est informée de la recherche de l'avion disparu. Tout le monde attend avec impatience d'en savoir plus sur la tragédie et les circonstances mystérieuses dans lesquelles le vol 370 a disparu. 8h11, 5h31 après la disparition du vol 370 de Malaysia Airlines. Il se passe quelque chose de très étrange. Un satellite en orbite autour de la Terre tente une poignée de main ou une connexion électronique avec un avion qui passe en dessous de lui. Ce satellite enregistre la tentative de connexion avec l'avion et transmet les informations à une base de données informatique. La poignée de main n'aboutit pas, car les systèmes de communication à bord du vol 370 sont hors ligne. Cependant, une fois que ces données sont connues, elles fournissent un indice essentiel aux équipes de recherche et de sauvetage qui tentent de localiser l'avion. L'avion est toujours en vol. Sur la base de l'emplacement du satellite et d'un certain nombre d'autres facteurs, la localisation du vol 370 peut être réduite à 2 endroits différents. Toutefois, comme l'avion est manifestement toujours en état de marche, il faudra extrapoler la destination finale de l'avion, c'est-à-dire l'endroit où il touchera le sol. Les données satellitaires brutes suffisent à confirmer que l'avion avec lequel le satellite a tenté de se connecter était le vol 370, ce qui est ensuite corroboré par le National Transportation Safety Board des États-Unis, la Federal Aviation Administration et l'Air Accidents Investigation Branch de Grande-Bretagne. Avec le peu d'informations disponibles au début de l'urgence, les premières recherches du vol 370 ont commencé en mer de Chine méridionale. Au fur et à mesure que de nouvelles informations sont révélées, comme l'endroit où le transpondeur a été désactivé et la découverte que l'avion non identifié que les stations radars avaient suivi toute la matinée était en fait le vol 370, les équipes de recherche sont envoyées dans le détroit de Malacca et la mer d'Andaman. Cependant, ce n'est que lorsque les données satellitaires de la tentative de poignée de main sont découvertes que les efforts de recherche sont déployés dans des zones plus prometteuses. 15 mars 2014, 7 jours après la disparition du vol 370. Les données recueillies par le satellite le matin de la disparition sont enfin analysées. Toutes les organisations concernées sont informées et les recherches pour retrouver le vol 370 se déplacent vers de nouvelles zones. Personne ne peut être certain de la position de l'avion au moment où le satellite a tenté sa poignée de main. Mais les analystes estiment aujourd'hui que le vol 370 n'a pu suivre que 2 trajectoires possibles. Une série de missions de recherche est lancée dans l'océan Indien au sud-ouest de l'Australie, suivant la route méridionale que l'avion aurait pu emprunter. Un autre groupe effectue des recherches en Asie du Sud-Est, dans l'ouest de la Chine et en Asie centrale, en suivant l'arc nord. La localisation d'un avion abattu sur la terre ferme peut s'avérer difficile, mais elle est beaucoup plus facile que celle d'un avion au fond de l'océan. Après des jours de recherche, aucune trace d'avion abattu ne peut être trouvée le long de l'arc nord. 24 mars 2014, 16 jours après la disparition du vol 370. Après une analyse plus approfondie des données satellitaires par la société mère des satellites, Inmarsat, et par le service britannique d'enquête sur les accidents aériens, il est établi que l'arc sud est la trajectoire la plus probable du vol 370 et que l'avion a dû s'abîmer dans une partie éloignée de l'océan Indien. Le Premier ministre malaisien, Najib Razak, annonce qu'il est très peu probable que les personnes à bord de l'avion soient encore en vie. Les espoirs de centaines de familles et d'amis sont anéantis. Cependant, la croisade pour comprendre ce qui s'est passé et apporter des réponses n'est pas encore terminée. 6 avril 2014, 30 jours après la disparition du vol 370. Un navire australien navigue dans les eaux de l'océan Indien. Cela fait des semaines qu'il recherche le moindre signe du vol 370. Soudain, l'équipement du navire détecte plusieurs signaux acoustiques qui pourraient provenir de la boîte noire ou de l'enregistreur de vol à bord du Boeing 777 disparu. Ces signaux proviennent des profondeurs des eaux, à environ 2000 km au nord-ouest de Perth, en Australie. Il est impossible de savoir exactement d'où proviennent les signaux,
mais cela permet aux équipes de recherche d'affiner les endroits qu'elles recherchent. À peu près à la même heure, de nouvelles données d'Inmarsat indiquent qu'un satellite a initié une nouvelle poignée de main avec le vol 370 vers 8h19 le 8 mars. Ce deuxième échange correspond à l'endroit où les signaux acoustiques sont captés par le navire australien. Malheureusement, à ce stade, les batteries de la boîte noire sont probablement à bout de souffle. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne s'épuisent et que le signal soit perdu. Même après la disparition du signal, des sous-marins robotisés sont déployés dans la région pour explorer le fond de l'océan à la recherche d'une épave. Malheureusement, les signaux ont été identifiés sur une vaste zone et il n'y a aucun moyen de les localiser avec précision. Les sous-marins poursuivent leurs recherches sous l'eau malgré l'étendue de la zone de recherche. Les recherches ne donnent aucun résultat. La déception est d'autant plus grande que des tests effectués après coup révèlent qu'un fil défectueux de l'équipement acoustique à bord du navire pourrait être à l'origine des signaux. 29 juillet 2015, 1 an et 5 mois après la disparition du vol 370. Un homme se promène sur la plage de l'île française de la Réunion. Il aperçoit des débris échoués sur le rivage. Ce n'est pas inhabituel, car les courants qui traversent l'océan Indien ramènent souvent sur l'île des déchets à la dérive dans l'océan. Mais celui-ci est différent. On dirait un morceau d'avion. L'homme appelle d'autres personnes dans la région, qui apportent les débris récupérés aux autorités locales. Il s'agit du flaperon de l'aile droite d'un Boeing 777. Après une inspection plus poussée par des experts, il s'avère qu'il s'agit d'un morceau du vol 370. Le débris s'est échoué à 3700 km de l'endroit où se déroulent les recherches de l'avion disparu dans l'océan Indien. Au cours de l'année suivante, 26 autres débris sont découverts sur des plages de Tanzanie, du Mozambique, d'Afrique du Sud, de Madagascar et de l'île Maurice. Les découvreurs affirment tous qu'ils font partie du vol 370. Cependant, seuls 3 d'entre eux peuvent être identifiés avec certitude comme appartenant à l'avion disparu, tandis que 17 sont considérés comme provenant du vol 370. 2 pièces semblent provenir de l'intérieur de la cabine, ce qui laisse supposer que l'avion s'est brisé avant ou au moment où il s'est abîmé dans l'océan. Lorsque les experts examinent de plus près le volet trouvé à La Réunion, ils déterminent qu'il ne semble pas que l'avion ait été guidé vers l'océan au moyen d'une descente contrôlée. Par conséquent, la seule autre option est que le vol 370 s'est écrasé dans les eaux sombres de l'océan et a coulé jusqu'au fond. Les informations recueillies sur les débris confirmés de l'avion permettent de réduire encore davantage la zone de recherche, car certaines parties de l'océan Indien n'ont pas les courants nécessaires pour transporter les débris jusqu'en Afrique. Janvier 2017, 2 ans et 10 mois après la disparition du vol 370. Les gouvernements malaisiens, australiens et chinois annoncent l'arrêt des recherches du vol 370. Après presque 3 ans de chasse, ils n'ont trouvé aucune preuve tangible de l'endroit où pourrait se trouver l'avion. L'océan Indien est vaste. Les fonds marins peuvent atteindre des profondeurs supérieures à 5000 mètres ou 16 404 pieds. Une société américaine, Ocean Infinity, reçoit le feu vert du gouvernement malaisien pour poursuivre les recherches. Mais en mai 2017, le ministère malaisien des Transports décide officiellement qu'il est temps de mettre fin aux recherches. Juillet 2018, 3 ans et 4 mois après la disparition du vol 370. Le gouvernement malaisien publie son rapport final sur le vol 370 et sa disparition. L'enquête révèle que ce qui s'est passé n'est probablement pas le résultat d'une défaillance mécanique, car les systèmes ACAR et transpondeurs ne seraient pas tombés en panne. Par ailleurs, il est presque certain que la trajectoire de vol erratique a dû être suivie manuellement par un pilote. Cependant, aucune raison claire n'est donnée quant à la disparition du vol 370 ou à la localisation de l'avion. Tout au long de l'enquête officielle, les idées sur ce qui est réellement arrivé au vol 370 se sont répandues dans le monde entier. Des théories du complot sont apparues sur l'Internet. Des livres entiers ont été écrits sur la disparition de l'avion de Malaysia Airlines. Des experts se sont prononcés sur la fiabilité des données.
La plupart des rapports officiels concluent qu'il n'y a tout simplement pas assez de preuves pour parvenir à une conclusion définitive sur ce qui est arrivé au vol 370. Cependant, beaucoup de choses se sont passées depuis la disparition de l'avion, et plusieurs théories parvenues jusqu'en 2023 pourraient permettre d'éclaircir ce mystère. Il manque encore beaucoup de faits, mais c'est parfois l'absence de faits qui peut constituer l'un des éléments de preuve les plus solides dans une affaire. Pénétrons dans l'univers de l'enquête et examinons quelques-unes des principales théories de 2023 sur ce qui est réellement arrivé au vol 307 de la Malaysia Airlines. Dans l'affaire du vol 370, le temps a joué un rôle important. Lorsque les premières informations sur les circonstances mystérieuses de la disparition de l'avion sont apparues, les conspirations se sont multipliées. L'Internet a été inondé de théories d'enlèvement par des extraterrestres, de sabotage et d'intervention militaire. Il a même été question d'images trafiquées montrant que le vol 370 s'était retrouvé dans le triangle des Bermudes. Et même si ces théories peuvent sembler inoffensives, la dernière en date comprenait une vidéo et un site web qui permettaient à des pirates informatiques de voler l'argent et l'identité des gens. Cette conspiration a donc fini par être très néfaste. Toutefois, en 2023, certaines des théories les plus farfelues ont disparu. Les personnes qui sont toujours déterminées à retrouver l'avion et à permettre aux familles et aux amis des personnes à bord de tourner la page travaillent toujours d'arrache-pied. Cela a permis l'émergence d'explications beaucoup plus convaincantes et quelque peu plausibles. L'une des principales théories, et peut-être la plus plausible compte tenu des informations dont nous disposons actuellement, est que l'un des pilotes a pris le contrôle de l'avion, a désactivé toutes les communications et a réussi, d'une manière ou d'une autre, à garder le contrôle sans que les passagers, l'équipage ou son copilote n'interviennent. Voyons pourquoi beaucoup pensent que c'est le cas et ce qu'il fallait faire pour que cet individu réussisse. Selon cette théorie, la plupart des gens pensent que le capitaine Zahari a, d'une manière ou d'une autre, enfermé son copilote hors du cockpit et désactivé les systèmes permettant au contrôleur aérien d'identifier l'avion. Il a ensuite mis un masque à oxygène et dépressurisé l'avion à une altitude de 35 000 pieds, ce qui a entraîné l'asphyxie de tous les autres occupants de l'avion. Dans ce scénario, la personne qui contrôlait l'avion a modifié sa trajectoire pour voler le long des frontières de la Malaisie et de la Thaïlande afin de rester à l'écart de toute base militaire dont un avion non identifié aurait pu déclencher la réaction. Après avoir atteint l'océan, le pilote a de nouveau changé de cap en direction du sud-ouest et s'est enfoncé dans l'océan, où l'avion n'a jamais été retrouvé. Mais pourquoi le capitaine Zahari Ahmad Shah ou le copilote Farik Abdul Hamid ont-ils agi de la sorte? Certains pensent que c'était pour mettre fin à leur jour d'une manière qui aurait également coûté la vie à des centaines d'autres personnes. Si l'on utilise le rasoir d'Occam, qui veut que la réponse la plus simple comportant le moins de variables possible soit normalement la bonne, le scénario le plus probable serait que Zahari ou Farik aient pris le contrôle de l'avion et l'ait précipité dans l'océan Indien. En effet, ce scénario correspond aux preuves et aux données sans faire intervenir de variables extérieures. Cependant, lorsque l'on examine les profils des deux hommes, cette théorie se heurte à des problèmes. Les rapports officiels indiquent que le capitaine Zahari n'avait aucun antécédent connu d'apathie, d'anxiété ou d'irritabilité. Il n'y a pas eu de changement significatif dans son mode de vie, de conflits interpersonnels ou de stress familial. Alors, quelle aurait été sa motivation? Les enquêteurs ont également conclu que les capacités et l'approche professionnelle du copilote Farik étaient bonnes. Cependant, la santé mentale et la dépression peuvent être compliquées. Une personne peut ne pas toujours montrer des signes évidents que quelque chose ne va pas. Et il n'est pas rare qu'un pilote mette fin à ses jours en s'écrasant sur un avion. Le 24 mars 2015, le copilote du vol 9525 de Germanwings, reliant Barcelone à Düsseldorf, a intentionnellement écrasé l'Airbus A320-211 dont il avait les commandes, tuant les 150 personnes qui se trouvaient à bord. Dans ce cas, cependant, le pilote avait montré des signes de détresse mentale et avait été déclaré inapte à travailler par un médecin. Les deux pilotes du vol 370 ont été déclarés en bonne santé et aucun signe d'alerte n'a suggéré qu'ils étaient mentalement instables. Certains éléments indiquent
que le capitaine Zahari s'était entraîné à piloter un avion dans l'océan Indien sur le simulateur de vol qu'il utilisait chez lui. Mais il s'agit au mieux d'une hypothèse et il est très probable qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Ce qui est presque certainement vrai, en revanche, c'est qu'il y avait une personne aux commandes du vol 370 qui a coupé ses systèmes de communication et modifié manuellement la trajectoire de l'avion tout au long de la matinée du 8 mars 2014. Outre le fait que l'un des pilotes ait pris le contrôle de l'avion et l'ait fait s'écraser, il existe plusieurs théories de détournement qui pourraient éclairer les événements étranges qui ont conduit à la disparition du vol 370. Selon ce scénario, l'un des pilotes, ou les deux, aurait décidé de détourner l'avion et de demander une rançon. Cependant, lorsqu'ils ont essayé de faire atterrir l'avion, quelque chose a mal tourné. Vous voyez déjà toutes les failles de cette théorie, comme le fait que personne n'a contacté par radio le contrôle de vol ou n'a passé de contrat avec Malaysia Airlines pour demander une rançon. De plus, les enquêteurs ont déterminé qu'aucun des pilotes n'était soumis à un stress financier ou n'a montré de changement dans son comportement. En outre, lorsqu'ils ont examiné les enregistrements vocaux et les conversations des deux hommes, il a été établi que les deux pilotes ne présentaient aucun signe d'anxiété ou de stress. L'une des conclusions du rapport de l'enquêteur est qu'il n'est pas possible de désactiver le déploiement automatique des masques depuis le cockpit. Cela signifie que si l'avion avait été détourné, les personnes à bord auraient eu amplement le temps d'essayer de reprendre l'appareil. Or, rien n'indique qu'il y ait eu une quelconque lutte d'après les données disponibles. Cela pourrait suggérer un autre type de détournement. Peut-être que quelqu'un d'autre que les pilotes a pris le contrôle de l'avion et est responsable de la disparition du vol 370. Il y avait 227 passagers et 10 membres du personnel de cabine à bord du vol 370. L'un d'entre eux aurait-il pu, d'une manière ou d'une autre, prendre le contrôle de l'avion? Cela semble hautement improbable, car il faudrait qu'un individu ou un groupe d'acteurs malveillants parviennent à contourner toutes les précautions et tous les dispositifs de sécurité mis en place sur les grands avions après le 11 septembre, tels que la porte du cockpit à verrouillage interne. Sans compter qu'il y aurait eu des centaines d'autres passagers qu'ils auraient dû maîtriser d'une manière ou d'une autre. Certains accusent 2 Iraniens voyageant sur le vol 370 avec des passeports italiens et australiens volés d'être les coupables, mais après une enquête plus approfondie, il a été déterminé que ces hommes étaient des migrants illégaux et non des terroristes. Il y a ensuite le personnel de cabine, mais là encore, cela semble improbable car tous étaient mariés et avaient une famille. Ils n'auraient pas eu l'expertise technique nécessaire pour désactiver tous les systèmes de communication et piloter l'avion. Cela nous amène à une théorie plus fantaisiste concernant le détournement, mais qui pourrait expliquer la trajectoire erratique du vol 370. Certains suggèrent qu'il y avait peut-être un ou plusieurs passagers clandestins à bord de l'avion. On suppose qu'il existe une zone sous le plancher, juste à l'extérieur de la porte du cockpit, dans laquelle quelqu'un pourrait se cacher. Cela signifie que l'auteur de l'attentat devait se faufiler à bord de l'avion avant l'arrivée de l'équipage et se cacher jusqu'à ce que l'avion soit en vol. Il est intéressant de noter qu'à cet endroit, il aurait été possible de désactiver le transpondeur, ce qui, nous le savons, s'est produit. Il se peut qu'un employé mécontent ait eu une rancune durable et mortelle à l'égard de Malaysia Airlines et qu'il ait voulu demander une rançon pour l'avion ou simplement semer le désordre. Mais ce scénario présente les mêmes incohérences que le détournement de l'avion par l'un des pilotes pour obtenir une rançon. Mais que se passerait-il si plus d'un passager clandestin ou un individu lourdement armé parvenait à se faufiler à bord de l'avion? Et si un plan plus vaste et plus sinistre avait été mis en place? L'hypothèse d'un détournement du vol 370 par des terroristes est normalement discréditée, car aucune organisation ne s'est manifestée pour en revendiquer la responsabilité. Et si le détournement du vol 370 n'était pas un acte de terreur, mais une erreur d'aiguillage? Au moment où le vol 370 a disparu, la Russie était occupée à annexer la Crimée. De nombreuses grandes puissances menaçaient de sanctions et d'actions contre la Russie à cette époque, et le monde semblait se rallier à la décision de Poutine de voler la Crimée à l'Ukraine. Toutefois, lorsque la nouvelle de la mystérieuse disparition du vol 370 a été annoncée, l'indignation du public face à l'annexion de la Crimée par la Russie s'est quelque peu apaisée. La recherche de l'avion disparu est désormais couverte 24 heures sur 24
7 jours sur 7, et ce sont des experts de l'aviation, et non des experts militaires, qui sont interrogés. Certains ont émis l'hypothèse d'une mission secrète, menée soit par des agents russes, soit par des mercenaires, pour s'emparer du vol 370 et créer un récit qui détournerait l'attention du reste du monde de ce qui se passait en Crimée à l'époque. Certains ont même suggéré que le SATCOM à bord de l'avion avait été trafiqué et qu'au lieu de se diriger vers l'océan Indien, l'avion avait été piloté le long de l'arc nord-ouest et avait atterri quelque part au Kazakhstan. Les partisans de cette théorie affirment que le fait que l'avion n'ait jamais été retrouvé dans l'océan Indien suggère qu'il ne s'y trouve pas. Mais soyons clairs, les océans sont immenses. Plus de 80% des océans n'ont jamais été cartographiés, explorés ou même vus par l'homme. Si l'on écarte toutes les théories les plus extrêmes et que l'on s'en tient à ce que nous savons en 2023, le scénario le plus probable est que l'un des pilotes du vol 370 a pris le contrôle de l'avion et l'a dirigé vers l'océan Indien, où l'appareil s'est disloqué et a sombré dans les profondeurs de la mer. Retrouver le fuselage de l'avion reviendrait à essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin. Tant que nous n'aurons pas de preuves ou d'éléments plus tangibles, ce qui s'est réellement passé à bord du vol 370 restera un mystère. Nombreux sont ceux qui pensent que les recherches pour localiser les restes de l'avion devraient se poursuivre afin de permettre à ceux qui ont perdu quelqu'un dans cette tragédie de tourner la page. Cependant, à l'heure actuelle, personne ne recherche sérieusement le Boeing 777 disparu, à l'exception de chercheurs dévoués qui ont consacré leur vie à découvrir la vérité sur le vol 370. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.